Donc, bienvenue à tous donc, pour cette session donc, autour de la permaculture humaine et surtout l'application qu'on peut en faire donc, pour aller vers des transitions agiles le plus durables. C'est voilà, tout mon propos. Ce que je souhaite avec vous, c'est partager donc, l'expérience que je peux avoir sur le sujet. Hop. Alors, je vais juste récupérer ma petite zappette. Voilà. Donc, première chose, et c'est très important donc en ces temps un petit peu difficiles, c'est remercier, alors bien sûr la mairie qui nous accueille, l'ensemble des sponsors qui rendent possible cet événement, et surtout la fantastique équipe d'organisation qui a... Oh, vous pouvez vous applaudir, hein, qui a réussi ce challenge donc de réaliser un événement donc à distance. Donc, un grand merci, un grand bravo à eux, c'est important dans ces temps difficiles qu'on continue à partager entre nous. Alors, me présenter très rapidement, je suis Jérôme Urvoas. Donc, moi, j'accompagne les équipes Lectra. Donc, Lectra, je vais vous en parler tout à l'heure, c'est mon jardin donc depuis une quinzaine d'années. Et la semaine prochaine, je fête un anniversaire. Il y a 15 ans, donc c'était ma première participation donc en rétro. Donc, la semaine prochaine, je souffle une bougie. Sinon, qu'est-ce que je fais à Lectra? Ben, j'accompagne les équipes. Donc, dans notre transition agile, donc au début comme simple participant, donc manager, et puis progressivement, je suis monté sur des fonctions donc d'accompagnant, et j'ai eu l'opportunité donc de créer une petite équipe, donc une fantastique petite équipe de coachs pas que agile. Donc, je salue au passage Nicolas, donc Anne-Mette et Claire, et qui m'aident au quotidien et avec tout plein de personnes. Vous parlez de moi, plutôt de mes valeurs. Donc moi, je crois que les personnes ont tout un potentiel qui ne demande qu'à être révélé. Je crois en l'intelligence collective. Je crois au pouvoir de la collaboration. Voilà, je pense que j'ai assez parlé de moi. Mon propos donc aujourd'hui, c'est vous parler donc de permaculture humaine, donc de transition agile. Je vais vous parler du coup un petit peu de culture, permaculture et culture, mais également donc d'entreprise, et partager avec vous mes expériences donc de jardinier. Alors Lectra, c'est mon jardin depuis 15 ans. Donc c'est une entreprise qui est née pas très loin d'ici, qui est implantée donc à Cestas. Le gros des effectifs est à Cestas. C'est 1800 personnes, mais on travaille essentiellement à l'international. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des machines de découpe et des solutions logicielles pour tout ce qui est matériaux souples. Donc, on travaille essentiellement pour la mode, pour l'automobile et l'ameublement. Donc, et vous voyez, notre jardin donc, est très, très beau. Pour démarrer, j'aimerais vous parler donc du mythe de la transformation agile. Donc, ça fait un certain nombre d'années qu'on parle dans toutes les entreprises, un gros phénomène autour de l'agilité. Il faut se transformer. Il y a une forme d'injonction donc à se transformer. Et le mythe, c'est les transformations donc agiles. Il y a des clients qui sont super satisfaits parce qu'ils ont plus de valeur. Il y a des employés qui sont heureux, épanouis. Enfin, leur travail a du sens. Ils sont impliqués. Et il y a une entreprise qui est performante. Ça, c'est ce que j'appelle le mythe donc, de la transformation agile. Alors, peut-être que ça arrive. Moi, je l'ai pas encore rencontré. Ce que j'ai pu constater, donc à un moment, c'est bizarrement. Il y a certaines personnes, malgré tout le sens qu'on peut y mettre, qui contournent donc les chemins qui sont tracés. Il y a d'autres personnes qui adoptent effectivement les nouveaux comportements et qui rapidement, et des personnes intelligentes, qui reprennent leurs anciennes habitudes. Et puis c'est triste, mais il y a également donc des personnes qui se retrouvent en situation de souffrance dans cette transformation agile. Alors, disclaimer, bien sûr, il y a un tas de personnes donc à un moment qui sont contentes de tous ces changements. Mais malgré tout, on retrouve ces trois populations. Alors, et tout ça, donc, ça a généré chez moi un questionnement. Donc, il y a une dizaine d'années, alors peut-être la crise de la quarantaine approchante, mais je pense pas que. Donc, il y a une forme de prise de conscience. Et j'ai commencé à me poser la question comment on peut construire un changement donc un peu plus durable, c'est un peu plus respectueux des personnes, donc avec moins de souffrance, avec des choses qui s'installent dans la durée. Et donc tout ça, ça m'a amené donc à m'intéresser donc à plusieurs domaines. Une petite question, alors pour les gens qui sont dans la salle, et puis pour les autres, vous pouvez répondre sur le chat. Qu'est-ce que vous voyez donc à l'écran? Une jungle. Donc effectivement, une jungle.
On peut y voir une jungle. Moi, j'y vois donc, une entreprise. Alors, vous pouvez me dire, oui, l'entreprise, effectivement, c'est la jungle. Des fois, il y a la régulation, ça peut être compliqué. Parfois, il faut se battre pour survivre. Mais il y a également beaucoup de vie. On est sur quelque chose qui est complexe, quelque chose où il y a des interactions. Donc, il y a une culture, il y a une histoire. Donc, il peut y avoir des croyances également. Il y a des rites. Donc, dans l'entreprise, par exemple, quand on arrive. Donc, tout ça, c'est constitutif de ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Et donc, au niveau de la culture d'entreprise, il y a quelque chose qui est spécifique. C'est très compliqué donc d'obtenir donc une évolution de la culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, ça ne se change pas, on ne décrète pas un changement au niveau d'une culture. Donc il y a tout un travail à faire donc à ce niveau-là pour permettre le changement. Il y a autre chose donc à un moment si je fais un parallèle donc avec donc la jungle, la forêt, la difficulté que l'on a parce qu'on est sur quelque chose de complexe, on peut avoir la tentation donc de passer en force. Qu'est-ce que j'appelle passer en force? Ça peut être implémenté dans un framework sans tenir compte du contexte. Ça peut être implémenter son framework sans tenir compte des attentes, des envies, des inspirations donc des gens, des aspirations donc des gens. Et tout ça, ça peut faire énormément de dégâts. Donc c'est le constat. Et donc du coup, il y a beaucoup de parallèles donc avec j'ai parlé de la jungle, donc du monde du vivant. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'en suis venu à m'intéresser à un tas de champs. Donc, le champ du coaching professionnel, sans surprise. Marilyn en a parlé. Il y a beaucoup de coachs agiles qui sont allés vers le monde du coaching professionnel. Ça a été mon cas. Mais également d'autres domaines. La complexité, l'approche systémique. Si vous êtes déjà venu sur le conférence agile, oui, forcément, on parle de systémie, de modèle Kinefin, etc., etc. D'autres champs, culture agile, donc avec Jean-Claude Grosjean, le champ de la facilitation graphique, d'autres choses un petit peu décalées. Il y a Robin Béraud-Sudreau qui intervient aujourd'hui autour des serious games, le management 3.0 de Jürgen Appel. Alors, beaucoup de choses. Donc, travailler avec toutes ces personnes. Pour la petite histoire, est-ce que vous reconnaissez l'arbre qui est au milieu? Alors, c'est pas un bonsaï. J'ai réduit la taille de la photo, mais ça pourrait. Alors, j'ai pas essayé l'expérience. C'est un baobab. Je ne sais pas si les baobabs au format bonsaï existent. Donc, le baobab, pour moi, c'est un très joli symbole. Le baobab, il est symbole dans l'imaginaire africain. On l'appelle aussi l'arbre de vie ou l'arbre magique. Donc, pourquoi l'arbre de vie? Parce qu'on peut bien sûr servir à nourrir. Je trouve que c'est très joli comme métaphore. Mais c'est également un arbre où les gens se rencontrent. Tous ces apprentissages, je les ai faits à travers la rencontre. En rencontrant et en travaillant avec ces personnes. On a parlé des livres. Et c'est intéressant tout à l'heure avec Marilyn, mais moi je crois encore plus au rôle modélisant de travailler avec les gens. C'est travailler avec les équipes, mais c'est aussi travailler avec d'autres praticiens. Donc, comme vous pouvez le voir, on a essayé, donc, que ce soit mon niveau, au niveau de mon organisation, de travailler avec toutes ces personnes, de s'inspirer de toutes ces pratiques. Mais malgré tout ça, il y avait encore une pointe d'insatisfaction, notamment sur la dimension comment on amène, comment on design. Donc, on peut designer et amener donc, une transition donc, agile. Alors, c'est peut-être une déformation professionnelle. Moi, j'ai commencé ma carrière, comme beaucoup d'entre vous, comme développeur. J'ai fait de l'architecture, du design d'application. Et donc, cette notion de design, quelque part, il y avait une insatisfaction. Donc, je vous ai parlé de la nature, de la jungle. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont intervenues dans la sphère agile depuis une dizaine d'années, donc autour de cette notion de nature. Donc, du coup, ma réflexion, c'était effectivement, est-ce qu'on peut aller plus loin donc, en s'inspirant de la nature? Du coup, ce terme de nature, il est intéressant. Ça renvoie à la notion de nature de l'homme. Tenir compte de la nature de l'homme, des envies, des aspirations de chacun. Il y a tenir compte de la nature spécifique de chaque contexte. Je vais pas, chaque entreprise est différente. De construire un mode de fonctionnement qui soit plus naturel. Voilà. Donc, aller vers là. Donc, partant de ce postulat-là, il y a eu un gros phénomène de mode en France autour de la permaculture. Alors, ce qu'on a appelé permaculture, en France, c'est très teinté agroécologie, c'est faire des buts. Moi, le premier, il y a 7-8 ans, j'ai fait des buts dans mon jardin. Une question pour vous, est-ce que vous connaissez l'âge de la permaculture? Si on doit la dater, l'apparition de la permaculture, donc quelle année? Un indice, c'est mon année de naissance. Vous pouvez jouer en ligne. Hein. Alors attention, soyez sympas. Je sais, j'ai les cheveux blancs. 73, pas loin, 74. Donc bravo.
Donc c'est de. Et est-ce que vous savez où c'est né? Il y a un indice, c'est la photo. Ah, presque. C'est Tasmanie. Donc on n'est pas loin de l'Australie. Et c'est un monsieur qui est Bill Mollison qui a une super expérience de vie. Donc ce monsieur, c'est un autodidacte. Il a commencé à apprendre sur le tas. Et à l'âge de 30 ans, il a décidé de retourner sur les bancs de la fac. Il a étudié la biologie. Et l'âge avançant, donc à moi, il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose dans la société. Là où dans son petit village de Tasmanie, donc au début, il y avait une grande autonomie, le village était autosuffisant, il s'est rendu compte qu'il y a des fonctions qui disparaissaient. Donc il n'y avait plus personne pour fabriquer des bottes, des vêtements et autres. Et donc il y avait toutes des chaînes logistiques qui prenaient le pas. Et ce monsieur-là, et même chose pour la nourriture, il a décidé donc de revenir donc à l'essentiel. Il a développé tout un champ, une philosophie de vie, donc la permaculture. Est-ce que certains d'entre vous connaissent donc à un moment la permaculture, on a entendu parler? Oui. Il y a trois grands principes qui régissent donc la permaculture, qui sont comme les valeurs donc autour de l'agilité. Est-ce que tu les connais, non? Ben, ils sont assez simples. Donc c'est prendre soin de la terre, c'est prendre soin des personnes et c'est partager équitablement. Donc pour ce talk, et pas que, hein, donc ce talk il tourne dans un coin de ma tête depuis un peu plus de 2 ans. J'ai eu la chance d'avoir un ancien collègue, Jean-Philippe, je ne sais pas s'il est en ligne, qui a fait un choix de vie. Donc il a décidé de quitter l'entreprise, il a racheté une ferme à Bazas, il a décidé d'en faire un lieu un petit peu particulier et de développer cette notion de permaculture humaine. Et donc pour moi, dans les échanges, ils ont été intéressants, stimulants par rapport à ça. J'en suis venu à m'intéresser donc à la notion de permaculture humaine. Donc, il y a un excellent livre de Bernard Alonso et de Cécile Guillochon, dont je me suis en partie inspiré pour ce talk. Ou entre autres, donc de la même façon dans l'agilité, donc il y a 4 valeurs et 12 principes. Mais dans la permaculture, il y a 3 principes qu'on a vus, et puis il y a 12 principes également. Et ce qui est sympa, quand on regarde un petit peu plus près, donc au niveau de ces principes, eh bien, il y en a certains qui vont peut-être nous rappeler quelque chose. Réagir au changement de façon créative, observer et interagir, obtenir une récolte, une production de richesse, appliquer l'autorégulation et accepter les réactions, intégrer plutôt que séparer. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, vous avez raison, ça nous rappelle donc la notion agilité. Ça renvoie effectivement donc à un manifeste, et au-delà du manifeste, c'est un mindset, un état d'être donc autour de l'agilité. Plus intéressant, il y a d'autres champs qui sont des champs, alors je ne dis pas qu'ils sont pas présents donc au niveau de la sphère agile, mais où moi, ça m'a donné envie peut-être de focaliser dessus. Il y a la notion de concevoir le design d'ensemble avant d'en venir au détail. Alors, cette notion-là, elle m'a intéressé, c'est la première qui m'a interpellé par rapport à la recherche dans laquelle j'étais. Il y avait également cette notion de repérer et valoriser les effets bordure. Je vais développer cette partie-là. Là, pour moi, on a quelque chose qui est ultra puissant donc pour amener un changement dans une organisation. Donc, favoriser la biodiversité, ça va avoir des profils différents donc, au sein d'une équipe, et adopter des solutions modestes et lentes. Cette notion de lenteur, elle est peut-être importante et à mettre en regard peut-être de la course à la transformation qu'aujourd'hui on a de nos entreprises. Alors, vous allez me dire, prendre soin de la terre, partager équitablement, prendre soin des personnes. Vous allez me dire, mais Jérôme, nous on travaille dans une entreprise. Le but, la finalité de l'entreprise, c'est pas partager équitablement. Moi, mon entreprise, elle est cotée au second marché. Il y a des actionnaires. Donc, effectivement, le but, la finalité, c'est produire de la valeur, de la monnaie, du cash pour les actionnaires, pour les collaborateurs, donc de la valeur pour les clients. On est peut-être un petit peu éloigné du fait de prendre soin des personnes et partager donc équitablement. Alors, prendre soin des personnes, je pense que c'est devenu une évidence maintenant aujourd'hui pour tout le monde. Il y a tout ce qui se développe autour de l'employé expérience et autour de la customer satisfaction, c'est-à-dire le fait de combler, de ravir nos clients. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a une convergence. Derrière cette notion de finalité qui est de gagner de l'argent, oui, certes, c'est différent. Mais si on met de côté, donc quelques minutes, cette partie-là, qu'est-ce qui reste donc, derrière cette partie-là? Il reste des humains, donc des hommes, des femmes, et donc avec des relations, donc une complexité sur cette partie-là. Donc je me suis dit, il y a très certainement, Jérôme, des choses qui sont encore transposables. Donc, à votre avis, comment on peut changer donc la société? Comment on peut changer donc les entreprises? Par où ça démarre?
Alors, une meilleure distribution des profits. Donc, effectivement, on peut avoir cette partie-là. Mais sur la dimension, comment tu peux amener donc, cette partie-là? Qu'est-ce que tu peux changer dans ta société, dans ton entreprise? On peut prévoir sur du long terme. Pour moi, la première chose que l'on peut changer, et peut-être la seule à court terme, c'est commencer par changer soi. Et à travers ce que l'on peut changer à notre niveau, et à travers les relations, on va pouvoir commencer à changer l'autre, c'est-à-dire la personne avec qui vous êtes en interaction, ou amener un changement donc à travers une conversation. De conversation en conversation, ben peut-être changer votre contexte équipe, le collectif, pour en finir, donc à un moment même, alors l'entreprise, et même avoir un impact sur le monde. Peut-être effectivement un débat sociétal par rapport à ce que tu proposais. Ce qui m'était proposé dans la salle, c'est une meilleure répartition donc, des profits, ce que je trouve louable, mais pas à pas, avec cette notion d'onde donc, qui peut s'élargir. Au début et sur toi, tu vas être très impactant, et quand tu vas t'éloigner, tu vas l'être un petit peu moins, mais s'il y a plein de petites gouttes, et ça renvoie donc, à la parabole du colibri que Marilyn a citée, ben, s'il y a plusieurs personnes qui changent en soi et sur soi, on peut imaginer peut-être des mouvements beaucoup plus importants. Commencer par soi. Alors, est-ce que vous connaissez donc la symbolique de l'aigle dans les peuples amérindiens? Et ça, pourquoi donc les grands chefs, les grands sachem ou les chamans ont des plumes donc au niveau de leur coiffe, au niveau de leur tenue traditionnelle, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud? Non? Alors, je vous la donne, elle est tirée de l'ouvrage que je vous ai dit. Donc, c'est le bouquin de Bernard Alonso, Cécile Guillochon. C'est un symbole de sagesse. Donc, il y a une histoire qui est dans la tradition orale amérindienne. Donc, l'aigle est un oiseau, donc un royal, qui vit jusqu'à une trentaine d'années. Et l'oiseau, à 30 ans, fatigue. Donc, ses plumes deviennent lourdes, son bec est émoussé, ses griffes moins acérées. Et donc, dans cette histoire, donc l'aigle a le choix. Certains aigles font le choix, donc comment de se retirer en haut d'une montagne. Et ils font le choix de casser leur bec pour qu'ils repoussent. Ils font le choix d'arracher donc leur cerf pour qu'elle se régénère et de finir par arracher leurs plumes qui sont vieilles et lourdes pour que de nouvelles plumes donc, puissent repousser et se retrouver transformées, métamorphosées. Cette parabole, elle illustre la transformation. Donc la transformation, si je la ramène à moi, c'est il y a une dizaine d'années. Quand je me suis dit, mais pourquoi ces gens ne comprennent pas donc, autour de moi que l'agilité, c'est super chouette. Donc derrière, ça va leur amener derrière l'excellence, la qualité, ça doit parler aux devs. Le client, mais il va être ravi. Le management va être plus efficace, on va délivrer de la valeur. Pourquoi ces gens ne comprennent pas? Et peut-être, je revenais à la charge en passant sur le sens, en répétant, en disant peut-être plus fort, différemment. Et malgré tout, ça ne passait pas. Et donc, je suis arrivé au constat que c'était à moi de changer, donc au niveau de ma façon de faire. Et si je dois symboliser, mettre des mots dessus, c'est peut-être passer d'une posture, donc un moment de conseil, donc de sachant, à une posture donc de coach, donc comment sur cette partie-là, pour faire émerger donc ce changement donc au niveau des équipes, parce que les gens sont intelligents, les gens savent déjà faire donc, au niveau des équipes. Alors, c'est une parabole, c'est une histoire. Si vous allez voir, donc à un moment, est-ce que l'aigle vit jusqu'à 30 ans? C'est pas vrai. Voilà, bon, la parabole reste là, elle permet d'illustrer donc à un moment le concept de changement. Autre chose qui est super sympa dans la permaculture humaine, il y a également 12 principes donc, pour développer l'intelligence collective. Et là aussi, il y a plein de principes qui vont peut-être vous rappeler quelque chose. Alors, formuler clairement l'intention commune du groupe, passer du jeu au nous, être vrai authentique, féliciter les membres de l'équipe, écouter, se sentir écouté, instaurer un climat de confiance, favoriser les sessions courtes et fréquentes, célébrer la vie du groupe, entretenir la joie. Là aussi, ça vous rappelle quelque chose? Ben oui, on va retrouver le fonctionnement de nos équipes agiles. Et tout comme tout à l'heure, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est des choses qui pouvaient paraître peut-être un peu plus éloignées, en tout cas de mon quotidien. Il y a des notions comme pratiquer le détachement et communiquer
développer la communication donc non verbale. Mais moi, je me suis autorisé donc dans les ateliers d'aller chercher ça. Donc, on a lancé des pratiques type théâtre forum, faire du mime et autres. Et ce qui est super sympa, c'est qu'en termes d'intelligence collective sur ce type de session, mais je me suis rendu compte qu'il y a d'autres choses qui ressortaient, on allait plus loin. Et pratiquer le détachement, on va le retrouver sur d'autres référentiels donc, qui ont été importés donc, par beaucoup de coachs agiles. Je pense aux accords Toltec, ne pas en faire une affaire personnelle lorsqu'on vous fait un feedback. Marilyn en a parlé tout à l'heure. Pour illustrer, je n'ai pas résisté au fait de partager avec vous un petit format donc, qui est développé au niveau de la permaculture humaine, le rêve du dragon. Alors déjà, ça me fait rêver hein, quand on parle du rêve du dragon. Et on est sur un outil qui est assez simple et qu'on peut utiliser avec n'importe quelle équipe. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un format qui est collectif. Donc l'invitation qui est faite, c'est de prendre le groupe, c'est l'équipe hein, qui va partager un objectif commun et de l'amener à rêver. Donc de rêver au succès, donc à un moment de ce projet, de cet objectif donc partagé, de commencer à le visualiser, à le dessiner, les contours ensemble. Derrière, de le planifier, de le rendre concret. Comment ensemble on va y arriver. Ensuite, de le réaliser et derrière, de l'évaluer et de le célébrer. Alors, c'est pas autre chose que du PDCA, mais je trouve ça vachement plus sympa, vachement plus inspirant que de parler de PDCA. Je vous invite à le mettre en œuvre. Je pense que c'est assez simple et je pense que c'est à la portée de tout le monde. J'en viens donc au propos donc, du talk. Au-delà de vous faire découvrir très rapidement la permaculture humaine, c'est comment designer donc, une transition agile. Il y a un petit modèle donc, qui est proposé donc, dans l'ouvrage que je vous ai décrit, qui repose donc, en 7 points. Alors, 7 plus 2, on va dire 9. Un acronyme OBREDIM. O pour observation, bordure, R pour ressources, E pour évaluation, D pour design, I pour installation et M pour maintenance. On va parcourir ensemble et je vais vous donner des exemples concrets à chaque fois. O pour observation. Cette première phase, tout le propos, c'est de dire on va prendre le temps. On va prendre le temps, on va se mettre en posture d'écoute active sans chercher de solution. Alors c'est important, chaque mot a son importance. Pourquoi pour en faire depuis une dizaine d'années et énormément partager avec d'autres praticiens, faire beaucoup d'événements et autres, je pense qu'on fait tous au début, on va à la rencontre des équipes, on les écoute et autres. Mais on a tendance, en tant que coach, mais rapidement à voir qu'est-ce qu'on pourrait amener comme solution, à commencer à designer des choses. Et du coup, ça fausse. Donc déjà, l'écoute. On est déjà donc à un moment dans le jugement, dans l'évaluation de ces parties-là. Donc là, l'invitation, c'est juste suspendre donc à un moment ce jugement, juste être sur écouter, sur le ressentir. Qu'est-ce qui est en train de se passer donc au niveau de l'équipe? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Moi, j'ai eu l'opportunité, c'est peut-être plus simple pour moi qui est coach agile, donc quand je suis amené à accompagner donc une partie de l'organisation, alors même éloigné hein, donc du monde de la R&D, du développement logiciel, c'est quelques jours avant, aller m'installer directement avec eux. Alors, je me présente, mais je n'interviens pas. Juste ressentir les choses, comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux entre eux. Et je vous garantis, ça vous récoltez des feedbacks, des informations donc à un moment qui sont précieuses. Et seulement après, vous commencez à élaborer donc une stratégie. Le B, c'est bordure. Donc là, l'image, c'est vous avez plusieurs écosystèmes. Donc vous avez un étang au milieu, vous avez une prairie, vous avez des forêts donc à côté. Les zones les plus riches, notamment les écosystèmes naturels, c'est les zones de bordure. C'est là où les écosystèmes se rencontrent. C'est là où la vie pullule, la vie se développe. Si je reviens donc à l'histoire, donc à l'évolution de la vie, c'est les zones où il y a eu les principales évolutions. Donc là, on est passé du monde marin donc au monde végétal, au monde du monde végétal au monde marin, du monde marin donc au monde animal. Mais c'est la même chose donc au niveau des organisations. Les zones les plus créatives, l'idée c'est de jouer sur ces notions de bordure. Concrètement, à l'échelle de l'organisation, en 15 ans, j'ai vu passer un paquet donc, de boîtes de consulting. On a eu l'opportunité de travailler avec beaucoup de personnes différentes. Et cet apport extérieur, ça permet de créer une bordure. C'est un changement qui n'aurait très certainement pas émergé si on était resté juste au sein de l'entreprise. Alors bien sûr, il faut que ça résonne donc avec une partie du système intérieur. Et c'est sur cette bordure que le changement donc apparaît.
Une autre bordure, je suis toujours sur cette notion de bordure intérieure-extérieure à l'entreprise. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup et donc on essaie de multiplier, c'est faire des benchmarks avec d'autres entreprises. C'est aller voir ce qui se passe dans d'autres entreprises. Alors, on en a fait plein donc sur Bordeaux, mais pas que sur Bordeaux. Je pense qu'à Thales, à Sud-Ouest, je ne pourrais pas tous les citer, UPSA, Pôle emploi, donc on échange donc avec les coachs régulièrement. Et ça permet, donc à un moment pareil, d'amener de la nouveauté. On essaie également donc d'avoir des apports extérieurs régulièrement. J'ai fait venir, on parlait de Robin tout à l'heure, Robin est venu donc entre midi et 2 pour présenter des choses. Et ça inspire les gens qui sont dans votre entreprise, ça donne envie de faire de nouvelles choses. On essaie de faire venir également des prestataires extérieurs, donc régulièrement. Alors, sans aller jusqu'à l'accompagnement, 1 ou 2 jours par an, je vous ai parlé de culture agile, mais j'ai fait venir Jean-Claude Grosjean, on a fait 1 ou 2 jours d'atelier et ça inspire les gens. Ils s'autorisent donc à un moment à amener des nouveaux comportements. Ils se les approprient. On accueille des événements inspirants à aucun mérite. On est plusieurs sur Bordeaux à le faire. Donc, on a une petite communauté donc Agile Bordeaux, on a Faciliton, mais on essaie d'accueillir ces événements-là. Et pourquoi? Ma problématique, c'est que on a une culture d'entreprise qui est très forte. Donc, on est du coup très centré sur nous-mêmes. Et moi, j'avais une petite frustration, c'est que j'avais l'impression d'être tout seul, de voir toujours les 2-3 mêmes donc sur les événements, donc en soirée ou le week-end. Et le fait de ramener l'événement donc au sein de l'entreprise, je me suis surpris donc à me rendre compte que la session d'après, qui était dans une autre boîte, il y avait 6 ou 7 personnes de l'écran donc qui allaient, et ça allait même au-delà. Il y a une communauté donc qui est en train de se structurer, facilitation graphique, qu'on a lancé donc en interne. Et il y a tout un noyau qui s'est associé sur le fait de porter cette communauté-là. Donc ça, c'est des très belles réussites qui sont rendues possibles par ces bordures. Mais les bordures, ça marche aussi à l'intérieur. Donc je vous ai parlé de mon anniversaire de la semaine prochaine, donc ma première mêlée, donc les 15 ans. C'est quelque chose au début, c'était très R&D. Hein. C'est une équipe de dev qui est agile et puis les autres, ça les intéresse pas. Hein. Bon, de fil en aiguille, finalement, il y a une équipe qui marche bien en agilité, 2, 3, 4. Au bout d'un moment, on se dit, on va monter à l'échelle. Toutes les équipes de la R&D vont faire de l'agilité. Et après, donc, se pose la question, mais alors, ça serait bien qu'on ait des PO également. Et du coup, ça permet de toucher le marketing produit. On va expliquer donc au marketing produit comment on peut fonctionner donc en agilité et surtout, ils vont faire avec nous. Donc là, c'est la première bordure. Et il y a un changement qui est amené sur cette partie de l'organisation. Donc, alors, tout ça, c'est en 15 ans. Hein. Ça peut, on revient à cette notion de temps. Donc, la R&D, proximité géographique avec la DSI. Donc, la DSI a déménagé donc, il y a 4 ans. Ils se sont retrouvés juste à côté de nous. Ça donne envie, donc, à un moment sur cette partie-là. Il y a des trucs que vous faites, ça a l'air sympa, ça marche, on discute au café ensemble. Il y a certains projets donc IT. On a commencé donc, à les accompagner sur cette partie-là. Entre-temps, il y a une petite équipe de coachs qui a émergé. Donc, on s'est autorisé à accompagner cette partie-là. Et tous ces départements, ils ont des directeurs. Ces directeurs, ils siègent au COMEX. Dire, mais il y a des trucs qui sont sympas, des ateliers. Là, on a une problématique qu'on n'arrive pas à traiter. Jérôme, est-ce que tu pourrais pas venir nous aider sur une journée donc COMEX et voir comment on pourrait faire? Et on met en place donc ces principes d'agilité et on fait vivre cette expérience donc au niveau de la direction. Et la direction dit, mais finalement, ça marche. Du coup, marketing produit, direction, marketing stratégique, je vais m'y mettre aussi. Et d'un PO, le PM, la population PM va être embarquée. Je parlais de la R&D, donc on travaille cette notion de manager agile. Du coup, ça touche nos évaluations. Donc les entretiens de progrès, l'accompagnement des collaborateurs, mais la DRH finit par s'y intéresser. Et on peut travailler avec les équipes RH, on peut faire un travail sur la vision, etc., etc. La com, qui est rattachée au directeur marketing, gros événement d'entreprise, vient chercher donc l'équipe de coach, les équipes agiles aussi pour démontrer donc des choses. Et on en vient de fil en aiguille, donc à impliquer quasiment toutes les fonctions de l'entreprise. Il y a des softwares qui travaillent avec la partie hardware parce qu'on fait des machines également. Donc, on va progressivement avoir alors c'est pas la contamination. La contamination, c'est pour la dimension virale. Alors en ce moment, oui, ça craint un peu. Mais c'est l'idée plutôt d'inspiration sur ces bordures. La direction industrielle, on a une usine, donc on en arrive à partager également. Donc la DSI, elle fait des projets pour cette partie-là. On en arrive à réaliser des projets en agilité. Donc avec le PO, ça va être le métier, ça va être quelqu'un de l'usine, donc qui est très éloigné. Donc la partie agilité, alors, très éloigné, ça se discute parce qu'on a une culture ligne au niveau de notre usine et on se retrouve sur certaines parties. Et les très belles surprises, c'est qu'on se retrouve inspiré par la direction industrielle. Et on en arrive même à toucher des fonctions, on serait dit sur le papier, où il y a 15 ans, on m'aurait dit Jérôme,
tu vas travailler ou quelqu'un de ton équipe va travailler avec la finance, tu aurais dit non mais tu rêves, t'as fumé. C'est des comptables, donc à moi ils ont des tableaux Excel, enfin jamais de la vie. Ben, aujourd'hui on y est, on commence à travailler avec ces populations. Donc ces notions de bordure, pour moi elles sont hyper puissantes. Je vous ai parlé de la développement de communautés transverses et ouvertes. Au début on avait quelques personnes qui faisaient du sketchnoting, on s'est mis ensemble entre midi et deux, c'était complètement ouvert à toute l'entreprise. Et de discussion en discussion, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite communauté, donc toute l'entreprise, on s'est retrouvé avec des discussions avec d'autres parties de l'organisation. Et de fil en aiguille, une opportunité, c'est on a des gens qui font du sketch-note. Donc nous, on fait du coaching. Il y a peut-être un truc à aller creuser autour de la facilitation graphique. C'est-à-dire des gens qui sont en capacité de développer l'intelligence collective et partout dans l'entreprise et de multiplier ce levier-là d'intelligence collective. Et on a lancé une petite communauté. Donc j'ai fait venir Thierry Delestre il y a 2 ans et c'était super puisque donc il y a un petit noyau donc qui s'est dit on s'éclate en faisant du dessin, c'est super puissant. Et ce qui est encore plus important pour moi, c'est cette communauté aujourd'hui, elle vit sans l'équipe de coach. On a des gens qui sont super dynamiques, une communauté qui se renouvelle. Et le dernier temps, c'est utiliser les grands événements de l'entreprise. Alors, on l'a toujours fait en termes de pattern. On fait une convention, on explique la transformation, c'est génial, on donne la parole aux équipes, on fait des petits sketchs, des démonstrations de produits, on met sur scène des clients qui sont contents. Mais là, l'année dernière, il s'est passé un truc super sympa. Et pour la première fois, c'était, pour moi, c'était une consécration par rapport à mes valeurs. On a réussi, donc à un moment, à faire émerger collectivement avec toute l'entreprise une convention où tout le monde a participé. On était souvent on est dans un cinéma, des grands routes, ce genre de choses. On est des très beaux lieux, donc place de la Bourse, etc. Moi, je rêvais de faire un truc, on a un super campus. Où on met des barnums géants sur le campus, un concert, les équipes qui démontent, qui sont fiers de cette partie-là. Et on a réussi à co-construire cet événement-là il y a 1 an et demi. On a eu le concert donc en fin de journée. Et c'était super et tout le monde s'est éclaté. Donc voilà, les bordures, ça marche. Les bordures, c'est puissant. Les ressources, je passe très rapidement dessus. On essaie quelque chose de plus classique. L'idée, c'est de lister les ressources et les facteurs limitants. Donc, alors, on le fait naturellement au niveau d'une équipe. Le bémol, le point de vigilance, faites-le juste à côté, donc à un moment de l'équipe. Quels sont les besoins, les facteurs limitants au niveau de l'équipe? Donc, à l'intérieur de l'équipe, à l'extérieur de l'équipe, et peut-être même un peu plus loin. Il y a peut-être des opportunités ou des points de vigilance à avoir. Et les besoins. J'ai parlé des ressources et des facteurs limitants, mais les besoins. De quoi ont besoin donc, les gens de l'équipe? Alors, il y a l'équipe, mais il y a chaque personne dans cette équipe. Et c'est important. Là, il y a des leviers de motivation. Il y a peut-être des choses qui vont être des obstacles qui vont faire que les gens ne vont pas vouloir y aller. Des exemples. Alors, des choses assez classiques. SWOT, on travaille avec des équipes marketing. On travaille avec leurs outils. On va faire du SWOT avec de la facilitation graphique. Et je vous ai parlé de la convention. La convention, comment on a fait? J'ai fait un énorme fail sur la convention. On a commencé à travailler. Rapidement, on est allé vers un truc qui… les gens ont exprimé une envie et se sont censurés. Cette envie, c'était ce que je vous ai décrit. C'était soit ça, soit un hackathon. Ça les faisait rêver. Il y avait la lumière qui s'allumait dans les yeux. Mais finalement, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord et on a laissé tomber cette idée et on s'est orienté. On va tous être dans un cinéma, assis pendant 3-4 heures. Je trouvais ça triste. Et puis, on s'est retrouvés 15 jours, 3 semaines avant. Il n'y avait pas l'énergie. Et finalement, pris par le temps, on dit « OK, on va annuler ». Donc, énorme remise en question. Comment on est arrivé là? Et donc, on a travaillé un autre format, prise de recul. Quels sont les besoins qu'on avait? Et on avait identifié 3 choses qui étaient importantes, donc 3 besoins principaux. Mais l'intuition que j'ai eue, c'est que ces besoins, ils étaient différents. Alors, j'ai pas eu de mérite, les gens s'exprimaient différemment. Mais le besoin était différent donc, pour les managers qui préparent l'exercice, mais ils projetaient des choses par rapport aux équipes et projetaient des choses par rapport au top management. On s'est rendu compte que les besoins étaient différents. Donc, on a dépollué, on a fait s'exprimer les gens. Et à partir de là, on a réussi à détricoter, à couvrir tous les besoins et à construire quelque chose de vraiment inspirant. Donc, bordure. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, la dimension donc ressources. Il y a un autre truc que je voudrais que vous reteniez en plus de cette notion donc de bordure et de puissance, c'est cette notion de niche. Le propos, c'est de dire que chaque personne donc dans l'organisation, dans l'équipe, donc a une niche. Comme chaque espèce dans la nature, elle a un rôle, elle a une place. Donc l'idée, là, est la difficulté, et on peut avoir le travers qu'on a avec un framework, et pareil, je ne vais pas en citer, mais il y a des rôles dedans. On va dire, OK, je vais distribuer les rôles sur la perception que je m'en fais ou que le management s'en fait.
Je vais voir avec, ok, le PO, ça doit faire ça, 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 à ton avis, qui est la bonne personne, ainsi de suite. Mais là, l'invitation que fait la permaculture, c'est de prendre le temps, donc avec chaque membre de l'équipe, de voir donc, quelles sont ses envies, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses compétences, où est-ce qu'elle va pouvoir s'épanouir, où est-ce qu'elle a envie d'aller. Et naturellement, l'idée, c'est, bien sûr, la personne d'être plus motivée, mais c'est aussi s'autoriser à construire un système plus efficace. Donc pour ça, concrètement, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? D'aller vers le champ du management 3.0. Donc on a fait ça il y a 4-5 ans, c'était très à la mode. Et en plus, moi, j'avais un enjeu, c'est d'ouvrir mon COMEX sur cette partie-là. Donc on a fait venir un Laurent Sarrazin pour former donc, au management 3.0. Alors pourquoi Laurent? Je voulais quelqu'un de francophone. Il y a des gens qui sont super, qui donnent ce type de formation, mais qui n'étaient peut-être pas forcément compliants ou trop trash. Donc cette partie-là, et ça a marché au-delà de mes espérances. Donc on a beaucoup travaillé avec Laurent et aujourd'hui tout manager, alors du COMEX, bémol, hein, je n'ai pas touché mon PDG, mon DG adjoint, mais les autres sont passés membres du COMEX par ce type de formation, jusqu'au manager de proximité. C'est-à-dire le manager agile, celui qui a le quotidien, ils ont tous fait donc à un moment ce type de formation. Et on est sur des choses qui sont concrètes. Et derrière, on peut initier des cercles de co-développement sur cette partie-là. Et on veille à avoir des gens d'horizons très différents, pas que des gens qui sont issus du monde du développement logiciel. Donc, on a des gens qui viennent de la finance sur nos types de formation. Et le recours au coaching. Alors, j'ai eu l'opportunité, moi je me suis formé donc, au coaching professionnel, alors, hors champ entreprise, donc au début, et j'ai eu l'opportunité d'avoir des budgets, on a vu que c'était efficace, pour former également les autres membres de l'équipe. Aujourd'hui, au niveau de ma petite équipe de 4 personnes, tout le monde est formé à développer un skills de coaching pro, alors individuel équipe, avec le disclaimer que disait tout à l'heure Marilyn, oui, il faut pratiquer. C'est pas en sortant de la formation, donc à un moment qu'on devient un coach, et avec tout un cadre professionnel qui va autour, échanger, donc on prend beaucoup le pouvoir de l'intervision, donc d'échanger avec d'autres coachs, ou de la supervision, on est supervisé par quelqu'un d'extérieur, parce que dans l'entreprise, il peut y avoir des problématiques lourdes. En tout cas, on se retrouve avec une multiplicité de gens dans l'organisation, qui sont en capacité peut-être de plus écouter ou plus reconnaître notamment les envies et aspirations de chacun ou d'accompagner les personnes dans ce chemin-là. Donc sur la notion, donc le E, je vous ai parlé des niches, il y a le rêve et remue-ménage. Alors je parle rapidement parce qu'on est sur des choses qui sont classiques. C'est le B.A.B.A. C'est à un moment quand vous voulez amener une équipe, l'idée c'est de co-construire ensemble, à la fois donc la vision et co-construire la trajectoire. C'est comme ça qu'on les embarque. C'est pas en disant, voilà, la vision c'est ça, le plan c'est ça, on va y aller comme ça, comme ça. Oui, ça peut marcher si vous êtes un leader inspirant et autres, mais peut-être que certains ne vont pas trouver leur place. Je vous ai mis des exemples donc, sur cette partie-là, de choses qu'on peut faire en termes de facilitation graphique sur cette partie-là. Vous allez reconnaître des formats de type Solution Focus, des choses qu'on a fait dériver donc, un exercice dérivé du speedboat. Vous avez une petite île donc en bas à gauche où on va mettre la vision, le bateau, on va travailler les niches de chacun parce qu'il y a un équipage, les différents esquifs, les vents porteurs, on va trouver éventuellement les besoins, les ressources également qu'on peut avoir et également les écueils. Et ensemble, on va construire une trajectoire. Donc les différentes étapes pour contourner les écueils et ainsi de suite. Et c'est des formats qui marchent très bien. Alors, ouais, la facilitation graphique, ça aide. Le principal levier, c'est que les gens sont impliqués donc, dans l'exercice. Et je vous ai parlé tout à l'heure donc, du rêve du dragon. Ça aussi, n'hésitez pas sur… c'est un outil vraiment super puissant. La partie design. Là, on est sur une étape, donc c'est de s'assurer de la viabilité donc, du plan. Séquencer en petits pas. Souvent, donc, en termes d'accompagnement, on parle de petits pas en plan d'action donc concret. Donc, comment on fait ça? Donc, je vous ai parlé des multiples accompagnements qu'on a eu. Il y a un truc qui a été particulièrement inspirant. Donc, au-delà des personnes, on a été accompagnés par Octo. Il y a une personne qui a beaucoup compté pour moi, donc je m'autorise à la citer, c'est la Nevi, donc à travers la posture et sa façon d'être, de faire. Il y a un petit format qu'on a retenu et qu'on s'est approprié, qui s'appelle Cadrage 360 ou Agile Fast Scoping. C'est avec l'équipe, et toujours avec l'équipe, on va passer
donc on va passer d'une demi-journée à 2 jours ensemble pour revisiter très rapidement un certain nombre de fondamentaux. S'assurer qu'on est d'accord ensemble, qu'on a la même compréhension du projet, se mettre d'accord sur comment on va fonctionner, se mettre d'accord, est-ce qu'on voit tous les mêmes risques, construire un plan, est-ce que ce plan il apparaît réaliste. Et du coup, on s'est rendu compte qu'à l'usage, peut-être la demi-journée ou la journée ou les 2 jours qu'on perdait, mais on les récupérait donc derrière. Et par rapport au contexte que je vous ai présenté, c'était particulièrement important, puisque, OK, quand on est sur des équipes exposées qui mettent en œuvre de l'agilité depuis 5-10 ans, on va peut-être passer plus rapidement. Mais je ne vous l'ai pas dit, mais au niveau de notre entreprise, donc on a un contexte de transformation qui est très important. On a des logiciels, des machines, et on est en train, c'est déjà le cas depuis des années, mais on va vers la notion de salle de couple intelligente, donc complètement intégrée. Donc on se retrouve à devoir collaborer avec des populations qui ne se parlaient pas avant. Connecter le back-office à nos solutions logicielles, donc connecter la partie hardware complètement et de façon intégrée, alors bien sûr machine ça fait un moment, mais également à la partie data. Mais ça nécessite d'aligner ces acteurs. Et ça on fait à travers ce petit format. Il y a l'installation. Donc, c'est le temps de la mise en œuvre. Et là, l'idée, c'est de faire preuve de rigueur, d'être méthodique. Alors, je vous mets un exemple de management visuel. Bon, à l'écran, on en a partout. Le confinement est passé par là. Donc, contraint et forcé, on se retrouve à digitaliser. C'est un sujet qu'on a évoqué, donc effectivement, à Toulouse sur certains talks. C'est une difficulté. Donc, on est en train de se réinventer sur cette partie-là. La dernière phase, c'est la phase de maintenance à ne pas négliger. On va retrouver cette notion de boucle de feedback. Donc, c'est de mesurer, d'aller chercher le feedback, et ça, c'est primordial. La notion de célébrer, bien sûr, et la notion de redesigner sans attendre. Et je vais revenir sur cette partie-là, parce qu'elle peut paraître contradictoire par rapport à même des choses que moi, je pouvais dire et penser il y a quelques années. Parce que je change d'avis. Je vais dire un gros mot, parce que Marie-Lise s'autorisait, je vais m'autoriser aussi. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc là aussi, j'ai changé d'avis sur cette partie-là. Donc, rétrospective des petites, des grandes, on se met aucun frein. Donc aujourd'hui, on a des gros projets d'entreprise qui impliquent 80, 100, 150, 200 personnes. Mais on s'autorise à faire des rétros à 150, 200, type open space, des petites à chaque fois que c'est nécessaire. Ça, c'est relativement donc, bien installé. Bon, même s'il y a une complexité quand ça s'installe dans le temps. Là où j'ai changé d'avis, c'est sur la dimension, donc changer donc l'organisation. J'ai beaucoup cru, il y a 8-9 ans, on s'est inspiré, je dis bien inspiré du modèle Spotify. On n'a pas fait du Spotify parce que chaque contexte est différent, mais c'est une notion de feature team, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui sont nécessaires pour développer un logiciel de bout en bout. Et une stabilité donc dans le temps. Mais pour autant, des fois, ça marche pas. Vous constituez une équipe, il y a des super individualités et ça prend pas. Et vous traitez en rétrospective 1 fois, 2 fois, 3 fois et ça prend toujours pas. Si je fais une analogie avec la nature, parfois vous plantez donc vos citrouilles, vos courgettes à un endroit et ça marche pas. Moi, dans mon jardin, je m'étais dit, ouais, je voulais planter mes citrouilles en haut et ça ne prenait pas. Et à l'automne, juste en dessous de ma terrasse, j'ai un terrain en pente, il y a une citrouille qui a poussé dans ma haie. Et j'ai jamais eu des citrouilles aussi grosses. Donc, c'était peut-être tout simplement que c'était pas un bon endroit pour planter ma citrouille. Et ma citrouille, si je la mets à un autre endroit, elle peut s'épanouir et elle peut donner des super fruits. Donc, c'est s'autoriser, en tout cas, en termes d'accompagnement, et du coup, c'est pas du coaching, mais c'est un conseil que je donne, c'est peut-être plus facilement donc, envisager une mobilité ou une recomposition d'équipe quand c'est nécessaire et sans attendre. Voilà, je suis passé très rapidement sur la partie de Bredim, donc le design d'une transition agile. Donc le haut, pour prendre le temps d'observer le système et déceler ce qui émerge, sans commencer à élaborer, si je résume. Le B, pour identifier et s'appuyer sur les bordures existantes du système. Et s'il y a un des 2 trucs à retenir pour moi, c'est celui-là. Le R, pour recenser les ressources et les facteurs limitants, les besoins des personnes, mais également donc, de l'équipe et ce qu'il y a à l'extérieur. Le E, pour évaluer les envies et les aspirations de chacun. C'est cette notion de niche et de co-construire avec les gens. Deuxième truc à retenir. Voilà, c'est le reste, vous pouvez l'oublier.
Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, c'est peut-être pas adapté à votre contexte, mais moi, je pense qu'il y a peut-être des trucs à chercher. Le D, c'est pour designer un plan réaliste, toujours avec l'équipe. Le I, c'est soutenir l'installation dans le temps. Donc, et là, vous pouvez utiliser des choses comme le management visuel. Moi, je suis fan, j'ai fait un truc il y a 5-6 ans ici. Et le M, pour maintenir le système en mettant en œuvre des boucles de feedback. Là, pareil, il y a des gens qui en parlent très bien, donc je ne vais pas reparler dessus. Voilà, je voulais finir par une invitation. Donc, Marilyn, tu y as fait allusion tout à l'heure, c'est la parabole du colibri. Souvent le soir, mon fils demande des histoires. Alors, parfois c'est moi, parfois c'est ma femme, parfois c'est son grand frère ou sa grande sœur. Et il a des petites marionnettes. Et il adore qu'on improvise des petites histoires. Et il adore l'histoire du colibri. C'est une histoire que j'ai racontée une fois. Et en plus, c'est une histoire qui me touche parce qu'il y a 5 ans, il y a un monsieur que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontré à cette occasion. C'était juste après les attentats du Bataclan, donc c'était Agile Ligne France, donc un événement chargé d'émotions. Il a pris la parole sur le cercle de clôture. Et il a partagé cette parabole du colibri. Alors, je pense que la plupart le connaissaient, mais je vais quand même la raconter très, très rapidement. Donc, ça se passe dans la jungle. Donc, la jungle est en feu. Donc, réflexe reptilien. Donc, tous les animaux se sauvent. Donc, alors, des plus gros, plus petits, que ce soit le tigre, le tatou, les singes, etc. Et donc là, il y a un petit colibri avec une goutte d'eau dans son bec qui va à contresens. Et là, le tatou le regarde. Alors, je vais le faire avec la voix de l'histoire de mon fils. J'ai pas les marionnettes, ça le fait moi. Hein. Petit colibri, que fais-tu? Et le petit colibri dit, je fais ma part. Alors, la première fois, ce qui était touchant, c'est que mon fils m'a posé la question, notamment cette partie-là. Et je dis, qu'est-ce qu'il fait le colibri? Et le colibri, donc, il porte sa petite goutte d'eau, donc à un moment, avec l'intention, donc à un moment, alors, certes de ne pas éteindre l'incendie, mais se dire que voilà, il fait sa part. Et le pari, c'est que tous les animaux donc, de la forêt, si tous les animaux de la forêt prennent leur part d'eau pour aller éteindre l'incendie, le pari, c'est que les choses deviennent possibles. Et c'est le moment où mon fils il devient fou, il devient en transe, hein, parce que là on sort tous les marionnettes et tout le monde prend de l'eau sur cette partie-là. Donc voilà, mon invitation donc, par rapport à ce que j'ai pu dire aujourd'hui, c'est je vous invite à renoncer aux transformations. Donc c'est des transformations qui peuvent être, oui, je dis le mot, donc parfois traumatisantes et donc contre-productives parce que donc du coup elles ne s'installent pas forcément donc, dans la durée. Et peut-être d'essayer de concevoir, alors, pas forcément ce que je vous ai présenté parce que chaque contexte est différent, mais s'essayer donc à co-construire donc avec les gens avec qui vous travaillez, c'est pas que les managers, mais des transitions agiles qui soient plus durables. Peut-être en appliquant des principes que vous avez pu voir aujourd'hui ou sur d'autres talks ou même d'autres. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc, je vous ai mis un petit peu de biblio. Mais plus important que les biblios, c'est aller rencontrer donc des personnes. Et voilà, je voulais remercier tout un ensemble de personnes. Je ne vais pas les remercier parce que j'ai bouffé les 5 minutes qui me restent. Bon, ma formidable petite équipe, les gens de l'ECTRA qui m'ont fait confiance, les gens de l'ECTRA avec qui je travaille, et toutes les belles rencontres que je fais sur Bordeaux, sur toutes les communautés auxquelles je suis, que ce soit donc Agile Bordeaux, MCC, Agile Game France, Agile Open France, etc. etc. Voilà, merci à vous tous. C'est grâce à vous aujourd'hui que je suis ici, que je m'éclate, que j'ai trouvé ma niche par rapport à ce que j'ai pu voir, que je m'éclate à travers toutes les bordures que j'ai pu cultiver et que je fais un métier qui aujourd'hui fait sens. Donc, merci à tous. Si ça vous intéresse, alors même si on recrute beaucoup moins, pour être transparent avec vous, le contexte étant compliqué pour tout le monde, on cherche des jardiniers, donc un tech lead IoT, un responsable d'off marketing. Alors, hélas, j'ai pas de poste. J'aurais adoré, il y a de très belles personnes vous accueillir donc, au sein de mon équipe. Voilà. Mais peut-être que les temps changeront et ils changeront. Si ça vous intéresse, il y a les références, vous pouvez me contacter. Merci à vous tous et il me reste quelques minutes pour vos questions. Alors, la question avec le plus de votes. Je rebondis sur la question de Benoît Lagarde et pas sur Benoît Lagarde. Nathaniel Richard en parle également beaucoup lors des conférences agiles. À quand un manifeste de la permaculture agile co-construit? Alors, pourquoi pas? Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette notion de co-construction.
Après, avec quelle intention? Si l'intention, donc, c'est de partager, d'inspirer, je serais ravi. Mon propos, c'est pas d'être dogmatique et de dire que c'est la bonne façon de faire. Moi, mon propos, c'était juste donc à un moment de m'inspirer. Et il y a plein d'autres personnes également qui en parlent. Moi, j'ai des très belles conversations. Je pense avec des personnes comme Claude Aubry ou même sur Bordeaux, Claude Andrieux, donc sur cette partie-là, Laurent Sarrazin. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui pourraient être intéressées. Et il y a Geoff Watts que j'avais découvert à Gilles Bordeaux il y a 6-7 ans, donc qui est en train de développer cette notion d'agilité organique. Donc, il y a un hashtag Organic Agility que vous pouvez regarder aussi avec un petit fil de tweet. Il y a des choses à aller creuser sur cette partie-là. Mais Nathaniel et les autres, oui, je serais ravi, c'est une très bonne idée. Comment amener la réflexion autour de l'impact écologique et sociétal de nos produits et services aujourd'hui? Mais là, je renverrai peut-être à cette notion de commencer par soi. Je fais ça tout simplement en commençant à porter le discours, donc en entreprise, à notre niveau. Je prends un exemple sur la convention dont je vous ai parlé. Ben, nous, on a proposé un petit atelier donc de vision avec les équipes, à quoi ressemblait donc le LECRA de dans 10 ans. Et on a beaucoup recruté donc dans les dernières années, et naturellement cette dimension sociétale, environnementale, elle est apparue sur la vision. Et moi, je crois beaucoup au pouvoir du contexte et de l'environnement. Moi, je suis persuadé que ces mouvements, on va y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a une aspiration forte donc, au niveau des jeunes générations et pas que. Alors, X, Y, mais il y a, au-delà de la génération Y, il y a des gens qui sont âgés et qui ont ces mêmes aspirations. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être voilà, être le petit colibri donc, au niveau de l'entreprise pour inviter ce débat dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des entrants, engrais naturels, que tu dirais vraiment indispensables dans ce processus de permaculture pour mettre en place une transition dans une orga quelle qu'elle soit? Ça fait référence à ce que je vous ai dit en termes de bordure. Il y a une très belle métaphore, je cite le bouquin, Théorie U. Il y a un MOOC également qui est disponible sur le site du MIT, sur la théorie U. Il y a une très belle métaphore qui est utilisée par l'auteur, Otto Scharmer, où il parle du champ. Souvent, il y a la métaphore donc, des graines. Et moi, si j'ai une intention aujourd'hui, c'est de vous proposer des graines. Après, vous sèmerez pas donc, sur vos terrains. Et il remonte encore d'un niveau. Et il propose donc à un moment de travailler, ou justement de ne pas travailler, de nourrir le sol donc pour que les futures graines puissent germer. Et ça, pour moi, ça passe par le travail par les bordures. Donc, premier conseil, c'est ouvrir l'organisation. Si c'est compliqué de faire venir des gens dans un premier temps, mais montez des benchmarks. Montez des benchmarks, et là, du coup, c'est un conseil, essayez de faire des benchmarks verticaux. C'est pas que des benchmarks j'hésite parce que je me demande si je vais balancer. Non, je vais pas donner le nom. Verticaux, c'est-à-dire d'amener des gens des équipes également sur cette partie-là. Il y a 2-3 ans, j'ai été contacté, ça m'arrive assez souvent, un groupe est venu me voir. Donc, je vais même pas dire c'est quel secteur d'activité, vous pourriez reconnaître. Les gens pourraient se reconnaître. Et c'est pas bien ou mal, ça a juste été comme ça. Ils sont venus à 25, je les ai reçus dans l'amphi pour leur parler donc d'agilité. Alors, une petite introduction donc en amphi, et surtout, on est allé voir in situ. Un genre de Gemba, j'ai des gens qui adorent le lean, et oui, ça a été une source d'inspiration à un moment dans la salle. Réflexe. Donc, à un moment, première question que j'ai posée, j'aurais dit, vous connaissez l'agilité? Là, ils me disent tous oui. Je dis, est-ce que quelqu'un peut me rappeler, donc, à un moment, les valeurs, je ne remets pas les principes, hein, cette question colle, mais les grandes valeurs, donc, à un moment, l'agilité, personne qui lève la main. Et là, j'aurais posé la question, qui a un rôle opérationnel, qui travaille dans une équipe de développement? J'avais 25 managers dans la salle. Donc, voilà. Juste pour répondre à la question, voilà, un conseil, c'est faites des benchmarks, ouvrez donc des bordures, faites venir des gens, essayez d'avoir pas que des managers, pas que des développeurs, mais de mixer ces populations-là. Je me suis éloigné, je suis très bavard, vous l'avez vu et vous l'avez compris. Vous savez déjà pour ceux qui me connaissent, surtout quand le sujet me passionne. Quel est le budget à l'ECRA pour cette accélération digitale? Alors, quel est le budget significatif? Donc, sur les années de transformation, ça a été des budgets donc, importants. Quel est le budget en ce moment? Je vais être transparent avec vous. On m'a sucré quasiment tous mes budgets. Alors, on est dans un contexte qui est compliqué pour tout le monde. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des budgets qui sont sanctuarisés pour moi. Vous avez parlé de la supervision donc, extérieure. On a accès à cette supervision extérieure. Et cette notion de budget, pendant très longtemps,
où je rencontre des gens pour qui c'est un facteur limitant. Moi, j'ai développé la conviction qu'on peut faire des choses sans budget. Aujourd'hui, je les remercie. Il y a un tas d'intervenants qui viennent gratuitement entre midi et 2, donc à Electra, pour présenter donc, des choses, pour faire des ateliers. Robin, que je remercie par exemple. Et on fait du troc. En contrepartie, moi, je suis ravi donc d'accueillir leurs équipes ou d'aller faire mon tour en atelier sur cette partie-là. Donc, le budget n'est pas tout. Et pour pas faire la langue de bois, sur les années de transformation, on était sur un budget, oui, une centaine de milliers d'euros. Donc, on a eu ce type de budget. Et là, aujourd'hui, on a un petit récurrent qui me permet de faire des choses. Donc, à moi et à ma petite équipe, et également avec les équipes. Ce budget, on le partage avec un tas d'autres personnes. Voilà, je crois que c'est la fin. J'ai beaucoup parlé. En couple ? Moi, je peux continuer. Hein. Si vous me dites dans la salle, non, il y a quelqu'un après, ça ne serait pas respectueux. Oui, voilà, c'est pour ça. Un grand merci à vous tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me trouvez sur les réseaux sociaux et je mettrai en ligne les slides via Twitter et LinkedIn, pas Facebook. Cherchez pas. Je ne suis pas allé depuis 10 ans. Je ne suis pas bien. Merci beaucoup, Jérôme. C'était super intéressant. On se